Voilà, voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Nous sommes venus aujourd'hui, il est samedi 18 il est samedi 18 octobre 2025. Nous venons parler un peu parce que ça fait longtemps aussi que nous ne sommes pas venus traduire en français ce que nous publions en anglais. Hier, nous avons publié quelque chose qui a trait au pays, qui a trait aux États-Unis, qui a aussi trait au Congo. Alors, nous nous sommes dit que nous puissions venir, surtout que c'est le samedi, que nous puissions venir parler juste un peu et puis nous allons nous dire au revoir. Nous allons lever le chapeau pour dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions être connectés en ce moment. Merci à vous qui êtes connectés. Merci à vous qui serez connectés. Vous vous appelez Maître Romain Chipama. Vous nous suivez depuis le Congo. Vous êtes à Kinshasa. Merci pour votre fidélité. Vous nous suivez aussi depuis le Congo. Vous vous appelez Ingénieur Christian Ilunga. Nous vous disons infiniment merci, que Dieu vous bénisse. Vous qui nous suivez chaque jour, vous nous conseillez Monsieur Christian Ilung, Monsieur Christian Punga, ainsi que Maman Gladys. Nous vous disons aussi infiniment merci. De quoi nous allons parler ce soir? Ou c'est à midi, il est midi 14 minutes. Nous parlerons de ces deals, les États-Unis qui viennent de suspendre un deal. C'était un projet d'achat de 500 millions de dollars en cobalt. Pourquoi nous parlons de ça? Vous allez comprendre. Nous parlerons aussi de l'opération in vitro. L'opération in vitro, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est mettre une semence dans l'autre pour que les enfants puissent naître. Nous parlerons de l'opération in vitro. Nous parlerons aussi du travail aux États-Unis. Ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui se passent et nous voulions vraiment que nous puissions en parler. Voilà, ce sont les trois petits sujets qui feront qui feront l'objet de notre direct de ce samedi 18 octobre. Commençons d'abord par dire qu'aujourd'hui, à 16 h, donc dans 3 heures pratiquement, ou 3h30, dans 3 heures, il y a à l'église Temps Fort avec Jésus-Christ une organisation qui s'appelle REFA. REFA qui vient de la restauration familiale. En fait, REFA est organisé aujourd'hui à partir de 16 h et demain dimanche à partir de 14 h. Donc nous nous invitons, allons là-bas à l'église Temps Fort pour que nous puissions parler famille. Ça sera les causes de l'infidélité, plutôt les effets de l'infidélité dans nos couples et mariages. Voilà. Donc je nous invite, nous tous retrouvons-nous à REFA. Je dis merci à vous qui vous appelez Glodedje Mwamba Humanisme. Que Dieu vous bénisse. C'est la première fois, je crois, que je vous vois en direct. Je me fais un devoir de vous dire bienvenue à notre show et que Dieu vous bénisse. Voilà. Parlons d'un deal. Il y a un deal que les États-Unis devaient... Non, je vais parler du deal après. Commençons d'abord par l'opération in vitro. Vous savez que ici aux États-Unis, pour avoir les enfants, c'est pas facile pour les gens qui ont des difficultés à concevoir. Alors souvent, ils passent par ce qu'on appelle opération in vitro. L'opération in vitro, c'est quoi? On prend la sémence de l'homme, on prend aussi la sémence de la femme, on va faire une combinaison, un croisement, si je dois dire comme ça. On va mettre dans le corps de la femme, appuyé de médicaments pour que le développement se fasse. Actuellement, le moins cher qui s'est fait ici, c'est aux alentours de 50 000 $, 40 000 $ par là, pour que vous puissiez passer par l'opération in vitro d'ailleurs, que vous pouvez passer pour la première fois, ça ne tient pas. Mais vous avez déjà payé vos 50 000 $, vos 40 000 $, ça sera parti comme ça. Alors, beaucoup de gens, il y en a qui partent en Norvège. Au niveau des Norvèges, j'ai appris que c'est aux alentours de 10 000, 8 000 par là. En Inde, c'est aux alentours aussi de 8 000, 7 000 par là. Mais là, c'est pour la première fois quand on vous met ça, ça ne tient pas, ça ne tient pas. S'il faut reprendre aussi encore, vous devez encore payer le même montant. Alors, aux États-Unis, pendant qu'il faisait sa campagne, le président Donald Trump avait dit qu'il devait tout faire pour que le prix de l'opération in vitro puisse baisser. Donc, faire baisser le prix de l'opération in vitro, c'était une des priorités de l'actuel président Donald Trump. Il y a 2 jours,
Aujourd'hui, c'est le 18. Non, hier, le 17. Le président Donald Trump a encore dit ceci. D'ici là, les Américains vont avoir accès à l'opération in vitro ici aux États-Unis à un coût très réduit. Parce qu'il dit que avoir les enfants, pour ceux qui veulent en avoir, ils doivent les avoir au lieu que la médecine qui doit les aider les empêche à en avoir à cause des prix. Comme vous savez aussi, beaucoup de compagnies, beaucoup de sociétés, ils ne couvrent pas aspect opération in vitro. Ils ne couvrent pas ça parce qu'ils disent que c'est l'assurance de luxe. Ce n'est pas l'assurance qui peut être à la portée de tout le monde. Ils appellent ça assurance de luxe. Et de quelques compagnies qui offrent ça, il vous demandera, ou des sociétés qui offrent ça, ils vous demandent de payer très cher en assurance parce qu'ils catégorisent ça comme, je le disais, l'assurance luxueuse. Alors, le président Donald Trump, pour ceux qui cherchent les enfants, pour ceux que les seigneurs n'ont pas encore bénis et qui peuvent passer par l'intelligence que Dieu a donnée aux docteurs. Donc, je crois que d'ici la fin de ces mois ou le début du mois prochain, le président Donald Trump va annoncer l'opération in vitro sera maintenant à la portée de tout le monde ici aux États-Unis parce que pour lui, il dit, on ne peut pas empêcher à quelqu'un d'avoir un enfant s'il veut bien sûr en avoir. Donc, c'était juste pour dire que très bientôt, bien que nos compagnies ne couvrent pas cet aspect d'assurance, mais le président Donald Trump veut réaliser sa promesse de campagne. Voilà, donc c'était juste pour nous dire cela. Il y avait un deal entre le département de défense des États-Unis. Ils ont entré un proposal, donc un projet de loi pour acheter le cobalt à la hauteur de 500 millions de dollars pour renforcer leur capacité en termes de défense, pour renforcer aussi la fabrication des batteries, ainsi de suite. Au mois de mars de l'année passée, le président de la RDC, parce que le Congo, la République démocratique du Congo, c'est le premier pays au monde producteur du cobalt. Il détient 80% de la production mondiale. Ce qui fait que beaucoup de pays se rabattent au Congo. Et c'est pourquoi même, à l'époque, le président Joe Biden était parti jusqu'en Angola parce qu'il y avait la possibilité, ils envisageaient une possibilité de rail qui devait quitter vers le Katanga, passant par l'Angola pour venir afin d'acheminer tout le minerai que les États-Unis ont besoin qui viendrait du Congo. Alors, le département de défense américain voulait acheter ou investir à la hauteur de 500 millions de dollars en termes de cobalt. Sachant que le premier producteur de ces minéraux, c'est le Congo, alors directement nous pensons que ces contrats, en disant qu'ils ont suspendu, ils ont aussi suspendu leur deal avec la RDC. Voilà, c'est pourquoi je me suis dit que je vienne un peu pour que nous puissions parler. En fait, quand le département de défense des États-Unis a sorti ses projets et il voulait acheter le matériel ou le cobalt, ce n'était pas directement avec le Congo. Le département de défense voulait négocier avec les autres plus grands importateurs de cobalt, la Norvège, le Canada et le Japon. Ce sont les trois pays que le département de défense voulait en fait négocier avec. Et ça, ce n'est pas un contrat qui existait déjà. Ça, c'est un nouveau contrat qu'ils voulaient injecter 500 millions de dollars parce qu'ils disent que la Chine aujourd'hui prend de l'avance du côté armement, du côté technologie, tout ça. C'est parce que la Chine s'approvisionne de cobalt au Congo et ils échaminent chez eux. Et ce qui fait les contrats qui ont été négociés dans le passé, vous verrez que la Chine au Congo, ils ont un pourcentage d'achat très élevé et on privilégie les sociétés chinoises pour l'exploitation du cobalt. Mais maintenant, les États-Unis, pour contrecarrer ça, la défense surtout, les armes, la fabrication d'armes, ils ont besoin de ça. C'est pourquoi, vous voyez, on a parlé du département de défense. La fabrication des batteries, ils ont besoin
de ce cobalt-là, alors il fallait que l'armée américaine voulant s'imposer et continuer à garder sa puissance, il voulait investir 500 millions de dollars. Mais maintenant, malheureusement, hier, ils ont annoncé la suspension de ces projets. Ça, c'était un nouveau projet qui devait injecter 500 millions de dollars. Alors, ils ont annoncé la suspension. Suspension, non, ce n'est pas qu'ils ont annulé ça. Ils ont suspendu. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que l'achat de ces minéraux, il y a maintenant beaucoup d'interventions de politiciens. C'est plus maintenant devenu politique que défense. Alors, aussi l'acheminement de ces minéraux du point d'achat jusqu'au point de livraison qui est les États-Unis, cet acheminement aussi, ça pose problème. Alors, ils doivent étudier comment faire tout ça avant qu'ils ne puissent se décider de revenir encore sur ce contrat de 500 millions. Aussi, ce qu'il faut aussi savoir, le vendredi passé, lors du Conseil des ministres, le président Tshisekedi a annoncé qu'il y aura maintenant réouverture des ventes de cobalt parce que c'était suspendu depuis le mois de mars. Alors, il a dit qu'il y aura réouverture de la vente à partir du 16. Donc, à partir de ce jeudi, les deals de vente étaient réouverts, mais il a dit qu'avec beaucoup de mesures de traçage et de quotas. Ce qui fait qu'il y a un nouveau prix que le Congo impose maintenant. Il y a un nouveau quota que le Congo impose parce que dans le passé, selon le président et les ministres des Mines de la République démocratique du Congo, les autres pays ont profité ou bénéficié de la RDC. Ils achetaient à un prix très vil, ils ne respectaient pas les contrats, ils ne respectaient rien, mais c'est la RDC qui s'est retrouvée perdant. C'est pourquoi ils ont d'abord suspendu et ils ont repris les 16. Mais malheureusement, ils reprennent les achats, mais le prix des cobalt, ils ont revu ça à la hausse. Parce que comme vous le savez, sur le plan des décisions de prix, c'est plus les acheteurs qui viennent décider. Parce que c'est eux, en fait, qui en ont besoin plus que les pays même producteurs. Alors, à cause de cela, les gens pensent que c'est suite à la décision du président Tshisekedi de revoir les prix de cobalt et de restructurer le secteur et aussi d'augmenter les prix et de travailler en termes de quotas. Alors c'est pourquoi, ça c'est ce qui s'est dit dans les analyses, les gens disent c'est pourquoi les États-Unis, aussi le ministère de Défense, le département de Défense, je m'excuse, a jugé bon de surseoir d'abord ce projet-là, de surseoir ce projet en attendant qu'ils puissent savoir maintenant comment renégocier ça. Parce que si le producteur principal qui est le Congo change ce prix, le producteur principal qui est le Congo change le quota, ça veut dire les acheteurs secondaires changeront aussi le contrat qu'ils avaient déjà négocié avec leurs acheteurs, si je dois me répéter comme ça. Il y en a qui disent que c'est la RDC qui a influencé la décision de surseoir l'achat de cobalt que le département de défense américain avait. Il y en a aussi qui disent que non, au contraire, c'est le département de défense américain qui n'a pas voulu négocier directement avec le Congo. Je viens vous dire ici, il y avait déjà un contrat qui a été signé avant en termes d'achat de cobalt. Ce contrat n'a rien à voir avec le nouveau contrat de 500 millions de dollars. Le nouveau contrat de 500 millions de dollars, c'était un projet du ministère de défense, plutôt du département de défense américain qui voulait injecter. D'ailleurs, il ne devait pas seulement acheter au Congo, il devait acheter, comme je dis, au travers 3 pays, au travers le Japon, le Canada et puis la Norvège. Alors, si à la source, le prix est revu à la hausse, ou bien on a restructuré, on a durci les mesures, ça aura aussi l'influence sur ceux qui voulaient s'en procurer. Alors, il y en a qui disent que c'est une façon de pousser le ministère de Défense ici, le département de Défense, de collaborer directement avec le Congo. Mais il y en a aussi qui disent que c'est une façon aussi de punir la RDC. Mais jusque-là, tout ce que nous savons est que les 500 millions de dollars, c'était un nouveau projet du ministère de Défense pour renforcer la capacité en termes d'équipement militaire et aussi en termes de batterie. Parce que le cobalt joue un très grand rôle dans l'armée. Donc, je voulais ici conclure en disant que
le contrat de 500 millions de dollars qui a été suspendu hier n'a rien à voir avec le contrat existant que les États-Unis avaient avec le Congo. Ce contrat, c'était juste un nouveau qui devait injecter l'argent et ce n'était pas exclusivement travailler avec la République démocratique du Congo. Non, non. C'était qu'il devait travailler avec d'autres pays partenaires pour se procurer de ces matériels. Voilà. Donc, entre-temps aussi, j'ai aussi publié ça. Au Congo, ils ont durci et c'est à partir de ces 16 qu'ils ont encore réouvert l'exportation. Le 16, il y a 2 jours. Mais le prix ont changé et c'est ce qui a changé toute la suite. Voilà. Je voulais nous donner un peu de précision sur ça. Parlons du dernier point, le travail aux États-Unis. Je crois avoir dit ça un jour dans le passé, ça fait très longtemps. Pourquoi je voudrais aussi le dire encore ici? Parce que souvent il y a contradiction entre ce que les gens voient de loin des États-Unis, ce que les gens vivent aux États-Unis, et c'est l'impression que les gens donnent à ceux qui ne sont pas sur place. Aux États-Unis, comme tout ailleurs, je n'ai jamais été en Europe, j'ai déjà été là, à l'aéroport, transit, tout ça. Je n'ai jamais été en Europe comme ça, rester pendant un mois, rester pendant une semaine, travailler. Je ne connais pas les systèmes, je ne sais que c'est qu'on le rencontre, mais je parle des États-Unis, pas je vis ici, je suis ici. Aux États-Unis, tout le monde peut travailler. Tout le monde. Même celui qui dit qu'il a mal aux pieds, qui ne sait pas se mettre debout, on peut lui donner un travail où il va s'asseoir, mais il fait son travail. Il y a toutes sortes de travail. Au Congo, il y a ce qu'on appelle les heures de travail que les gens connaissent. Nous partons à 8 heures ou à 7 heures, nous rentrons à 15 heures ou à 16 heures. C'est notre façon de voir des choses et c'est comme ça que nous avons grandi. Et généralement au Congo, quand nous disons que je vais au travail, nous voyons les bureaux, nous voyons des COP, nous voyons. Aux États-Unis, le système est un peu différent. Au Congo, généralement, nous connaissons que ce sont les sentinelles, excusez-moi, et les militaires qui font des gardes, qui travaillent la nuit. Mais aux États-Unis, dans les sociétés de production, qu'on appelle warehouse, il y a le système qu'on appelle des shifts, le système des gonds. Il y en a qui travaillent le premier gond, il y en a qui travaillent le deuxième gond, il y en a qui travaillent le troisième gond. Il y en a aussi qui ont des sociétés où il n'y a que 2 gonds, qu'on appelle shift. Il y a ces compagnies qui ont 3 shifts. Il y a tout travail, vous pouvez travailler dans tous les secteurs, comme je disais. Il y a des travaux que tout le monde peut faire. Il y a aussi ce que tout le monde ne peut pas faire. Ça veut dire, si je dis que tout le monde ne peut pas faire, ça veut dire qu'il y a de ces travaux qui exigent une compétence académique et il y a de ces travaux qui exigent juste une compétence, non, une aptitude physique. Il y a contradiction ou il y a des fois énervement par rapport aux fuseaux horaires quand nos frères qui sont en Afrique appellent, quand nos frères qui sont en Afrique vous écrivent et vous ne répondez pas, ou ceux qui sont en Europe, il y en a qui se fâchent. Quand nous venons ici dans ces pays, il y a des factures que vous devez payer, vous n'expliquez pas. Si vous dépassez d'un jour, on vous charge. Vous dépassez, on continue à vous charger et vous allez vous retrouver à un niveau où vous devenez un client douteux, ceux qui ont fait la comptabilité comprennent, et on ne vous permettra même pas d'avoir une maison ou d'appliquer pour une dette de voiture ou une dette de carte de crédit. On vous refusera tout ça, simplement parce que vous n'avez pas honoré vos engagements, surtout en termes de paiement. Alors quand les gens viennent ici, ils peuvent travailler dans des compagnies de production. Ils peuvent travailler là-bas parce que ces compagnies ont besoin de la main-d'œuvre. Ce qui fait que il y a les gens qui travaillent les shifts de 12 heures. Ils sont au boulot de 5 heures jusqu'à 18 heures. Au boulot, 5 heures jusqu'à 18 heures, ce qui fait que toute sa journée se termine au travail. Et ces shifts, il y en a qui travaillent d'ailleurs quand ils sont dans des périodes où la production est très forte, on les oblige de travailler de lundi à samedi.
Mais maintenant, imaginez que quelqu'un qui est au travail chaque jour, et quand on dit ici, quelqu'un est au travail, ce n'est pas que tu as une chaise là, tu te mets, tu commandes, non. Aux États-Unis, d'ailleurs, il y a beaucoup de compagnies qui ne donnent même pas de chaises. Tu vas travailler debout, on te donne un break de 15 minutes, on te donne le lunch, donc le dîner, de 30 minutes. Alors, tu travailles d'abord déjà 12 heures, tu n'as pas déjà le temps pour toi-même, les enfants vont à l'école, tu ne le vois pas, les enfants reviennent de l'école, tu ne le vois pas, les enfants font les devoirs, tu n'es pas là, les enfants vont dormir, tu n'es pas là. L'unique moment que tu te vois avec les enfants, c'est peut-être les dimanches, et pour peu de temps. Et c'est dimanche que tu dois tout faire. Or, quand tu es au boulot, ici aux États-Unis, vous êtes au boulot, on vous informe d'utiliser votre téléphone. Vous n'utilisez pas votre téléphone, ce qui fait que si vous appelez quelqu'un alors qu'il est au boulot, il ne va pas vous répondre. Il va vous dire que non, mon téléphone était fermé, ou soit il n'a que 15 minutes qu'il doit gérer tout pour vite rentrer, il ne sait pas vous rappeler, et ça devient de problème. Quand on dit que quelqu'un travaille, le shift est de 10 heures, ça veut dire, il y en a par exemple qui travaillent au deuxième shift, qui vont au travail à 15 heures du matin pour rentrer à 4 heures du matin ou à 3 heures du matin. Et quand ils rentrent, c'est juste le temps de se laver, dormir. Le matin, quand il se réveille peut-être autour de 11 heures, il doit déjà commencer à s'apprêter parce que 15 heures, il doit être au travail. Toute la vie, il la passe au travail. Les gens qui travaillent peut-être les shifts du soir, ils sont au boulot de 19 heures ou de 20 heures jusqu'à 7 heures ou 8 heures du matin. Ils ne dorment pas. Ça veut dire leur nuit, ça devient la journée. Ça, c'est le rythme de travail ici aux États-Unis pour la plupart des compagnies de production. Ce qui fait que vous pouvez appeler quelqu'un, il vous dit que non, je dormais. Vous allez croire qu'il ment. Ce qu'il fait que vous pouvez appeler quelqu'un, il vous dit par exemple que non, j'étais au travail. Vous allez dire comment tu travailles la nuit. Peut-être qu'ils ne vous diront pas, mais c'est parce que les gens travaillent très dur et très dur. Et ce qu'il y a, c'est quoi? Je vous donne un exemple. Ici, on ne paye pas par mois. On paye par 2 semaines ou on paye chaque semaine. Il n'y a pas de paiement mensuel. Et il y a 3 catégories de travailleurs ici. Il y a des travailleurs qu'on appelle salariés. Un salarié, c'est qui? On a calculé déjà son salaire au travers l'année. Supposons que toute l'année, il va toucher, supposons, 80 000 $ ou 90 000 $. On va prendre les 90 000 $, on les divise par 12. Divisé par 12 pour faire 12 mois. Et on divise aussi par 4, par chaque mois. Ce qui fait que on te donne, et puis à part ça, on divise encore par 2, parce qu'on te paye chaque 2 semaines, ou on divise par 7 pour te payer après chaque 7, et plutôt par 5 pour te payer après chaque semaine. Ce qui fait que le salarié, lui, s'il ne vient pas au boulot, il y a des compagnies qui ont ce qu'on appelle le vacation time, qu'ils peuvent prendre pour donner. Il y en a qui appellent le sick day, ils peuvent, le jour de maladie, qu'ils peuvent prendre ces jours pour mettre, et on les paye en fonction de cela. Que tu sois salarié, que tu sois... donc, je termine d'abord avec les salariés. Donc, je disais que les salariés, eux, quand ils prennent un congé, ils doivent souscrire par rapport à leur jour de congé qu'ils ont ou leur jour de retraite. Tu dis que je prends mon jour de retraite, si tu en as 20, 50, 100, ça dépend. Ou le jour de personnel. Chaque année, on donne un jour personnel à des personnes qui travaillent, qui sont salariées. Et on leur donne sick day, 2 jours de sick day, des jours de maladie, 2. Donc si tu épuises, tu vas chercher un autre endroit pour puiser ça. Au cas contraire, si tu n'as pas de jours de congé, tu ne sais pas. Même si tu es malade, tu ne sais pas t'absenter. À moins que tu prennes ou que tu sois vraiment malade, qu'on appelle Family Leave. FMLA, qu'on peut te permettre de partir pendant un certain moment, mais on continue à te payer. Mais on ne te payera pas en full, on te paye réduit de quelques avantages. Ça, ce sont les gens qui sont salariés, qui sont dans la compagnie. Dans les salariés, il y a aussi ce qu'on appelle full-time, les travailleurs à temps plein. Donc, vous avez les salariés qui ont un salaire annuel. Vous avez les temps pleins. Les temps pleins, ce sont les gens qui dépendent directement de la compagnie, mais qui ne sont pas salariés. On les paye par heure. Ça veut dire, moi, je travaille full-time à une compagnie, mais si ces jours-là, je ne vais pas au travail, on ne va pas me payer. Supposons qu'on me paye 12... Non, maintenant, le minimum à Illinois, c'est 15 $. Supposons qu'on me paye 15 $ par heure.
Si on me paye 15 $ par heure et que ce jour-là, je ne suis pas parti, ça veut dire que mes 10 heures que je devais travailler, mes 8 heures que je devais travailler, on ne me payera pas. Parce que je suis full-time, je ne suis pas un salarié. Donc le full-time, il travaille à temps plein à la compagnie, il a les assurances, il a les avantages de PTO, Personal Time Off, il a les 401k, il a tout, mais il n'est payé que quand il vient au travail. Les jours qu'il ne vient pas, 3 jours, 4 jours au travail, il ne vient pas et il doit appeler. S'il n'a pas de PTO, s'il n'a pas de Personal Time Off, on va lui donner le point. Et il y a des compagnies qui font que si tu as 6 points, on te chasse. Même si tu es un travailleur extra, que tu fais descendre Dieu dans le travail, tu fais la production automatique seul, on va te chasser. Alors, je disais que les temps pleins travaillent à la compagnie, dépendent de la compagnie, mais ils ne sont pas salariés. C'est seulement quand ils viennent au travail qu'on les paye. Les jours qu'ils ne viennent pas, on ne les paye pas. Or, il y a de ses frères qui ont 2, 3 travaux. Pourquoi? Parce qu'ils doivent couvrir les factures. Et aussi, le système de séparation de comptes, que je vais parler d'ailleurs bientôt là, ça affecte les couples. Les salariés n'a droit qu'à s'absenter s'il a le PTO. Sinon, s'il a toujours des points, il vient en retard, demi-point. Donc, il faut être à temps, même pendant les breaks. Si vous venez en retard, on risque de commencer à vous mettre le point. Ce qui fait que les gens sont obligés de travailler. La troisième catégorie de personnes, ce sont les gens qui travaillent au travers des agences. Les agences qui recrutent, qui ne dépendent pas directement de la compagnie, mais qui dépendent de l'agence. Ils sont payés au travers de l'agence. Ces gens-là aussi ont l'assurance que l'agence les donne. Ils ont aussi les avantages que l'agence les donne, mais ils ne dépendent pas de la compagnie. Ce qui fait que si aujourd'hui, par exemple, il n'y a que la production de 3 personnes, la compagnie d'abord va voir les salariés, si les salariés veulent travailler ces jours-là. Après les salariés, on va aller sur les temps pleins. Après les temps pleins maintenant, on peut maintenant commencer à regarder selon l'ancienneté, les gens qui travaillent sous l'agence, qu'on appelle les part-time, on appelle les temporaires. Voilà, on l'appelle les temporaires. Les temporaires qui sont avec l'agence, aujourd'hui la compagnie peut décider, il dit non, je ne veux plus travailler avec cette agence, j'arrête ici. Ça veut dire votre travail s'arrête. Mais il y a une loi, une réglementation, il y a de ces compagnies, quand quelqu'un travaille pour l'agence pendant 6 mois, il peut avoir la possibilité d'appliquer. Et ce qui fait que, il y a des gens, surtout ceux qui commencent. La semaine, la compagnie fait 80 heures. Il y a de ces gens qui n'atteignent pas les 80 heures. Pourquoi? Parce qu'ils sont nouveaux. Ils peuvent être en train de travailler, on leur dit « go home ». S'il y a une machine qui ne produit pas, on ne peut pas vous garder là-bas, on vous regarde. Il n'y a pas de production, non. On va vous demander de rentrer chez vous. Et rentrer chez vous, vous n'avez travaillé que pendant 2 heures. Et on ne vous paiera que les 2 heures. Si on vous paye par heure, par exemple, 15 $, ce qui fait que vous n'avez travaillé que pendant 2 heures, on vous paiera 30 $. Mais si on fait moins les charges, on peut vous payer peut-être pour cette semaine-là 21 $. Et entre-temps, au Congo, on sait que vous travaillez. Donc c'est pour nous dire ceci. Le travail que j'explique maintenant là, c'est le travail des compagnies, c'est le travail des compagnies de production que nous appelons les warehouses. Les warehouses, c'est un travail normal comme tout autre travail. C'est un travail normal. Je travaille dans la production, peut-être mon rôle c'est couper les oreilles des porcs. Donc mon rôle, c'est couper les oreilles des porcs. La tête de porc vient, je prends un couteau très rapidement, je coupe, je jette, je coupe, je jette, je coupe, je jette. Je vais faire comme ça. Si je travaille pendant 12 heures, donc je vais faire ces mouvements-là, à part mes breaks, ou si on peut faire la rotation. Mais je peux faire ces mouvements-là pendant 6 heures. Vous voyez ça? Et à la vitesse, hein, parce que ce sont des choses qui se viennent, et qui viennent en série. Ou encore, il y a des gens qui travaillent dans des compagnies où on fabrique la nourriture des chiens ou des chats. Il y a des petits cartons qu'on appelle pouch. Ça vient sur un tapis roulant. Et il faut prendre ça vite, paquer ça.
Et vous voyez quand on fait ces mouvements, pendant 4 heures, là déjà ça va commencer à faire mal. Et ça, on le fait debout. Ou encore, il y en a qui vont commencer à mettre des cartons sur une palette. Ou encore, il y en a qui travaillent aussi dans les homes de vieillards. Les homes de vieillards, quand on vous dit que vous travaillez dans les homes de vieillards, vous comprendrez que vous devez prendre soin de ces vieux qui a maintenant l'âge d'un enfant. Donc, tout ce que tu peux faire sur un enfant, tu vas le faire sur ces vieux-là. Ou sur cette mère-là. Et il y en a aussi qui insultent les gens. Il y a les gens qui insultent. Donc, c'est pour nous dire ceci. Pendant que les gens travaillent, il y en a qui appellent. Pendant que les gens travaillent, il y en a qui au Congo croient autrement. Et aussi, ce qui est aussi vrai, quand ici on vous dit par exemple, ok, par semaine votre chèque est de 800 $. Je donne un exemple. Chaque semaine on vous donne 800 $ parce que vous avez travaillé les overtime ou c'est le temps de plus. Vous avez fait des heures supplémentaires. On vous paye les overtime. Malheureusement, les gens qui sont salariés, parce qu'ils ont un salaire calé, ils n'ont pas de overtime. Mais dans d'autres compagnies, on leur donne la possibilité, s'ils travaillent, ils font un travail au-delà, on va leur donner un papier où ils vont signer combien d'heures ils vont faire. Ça, c'est l'argent qu'on va les payer séparé, pas qui entre dans leur salaire. Mais maintenant, les gens qui travaillent les overtime, on dit par exemple, on va vous payer 800 $ la semaine. Vous voyez, l'argent, c'est 800. Mais en mai, peut-être vous toucherez 650 ou vous toucherez seulement 520. Pourquoi? Parce qu'il y a la taxe de l'État. La taxe fédérale, la taxe de l'État dans lequel vous habitez. Vous avez l'assurance vie. Votre assurance va être prise. Vous avez l'assurance santé. L'assurance santé, c'est différent de l'assurance des dents. C'est différent des assurances des yeux. C'est différent des assurances d'oreilles. Donc, vous prenez sur votre corps, là, vous pouvez prendre 5 sortes d'assurances. Ces assurances, on vous coupe l'argent chaque mois. Si vous avez aussi un dépendant qui est dans votre assurance, on vous coupe aussi l'argent chaque mois que vous soyez malade ou pas. Vous avez des factures que vous devez payer, la poubelle, les courants, les assurances. Vous avez peut-être la carte de crédit que vous devez payer, les ceci. Ça, ce sont vos dépenses. Je parle d'abord du côté du boulot. Il y a des taxes qu'on coupe et vous allez vous retrouver que les 800 $, c'est en termes seulement que on me paye 800 $ par semaine, mais en mai, comme ça, vous avez 500 et quelques. Alors, après un travail de 12 heures, après un travail de 10 heures, après que vous n'ayez que le week-end pour vous reposer, les gens interprètent mal. Ils disent que les gens qui sont aux États-Unis ne répondent pas au téléphone. Ils disent que les gens qui sont aux États-Unis, même à Tassoki Bengue Ayambakate. Ils disent que les gens qui sont aux États-Unis, ils ne travaillent pas beaucoup. Ce que je nous dis, même les gens qui viennent en vacances ici, ils peuvent vous le dire, aux États-Unis, les gens travaillent presque sans repos. Deux fois, il y en a que j'ai déjà vu les gens, ils roulent comme ça, à 2 heures du matin, ils viennent du boulot, ou à 3 heures du matin, ils viennent du boulot. Il arrive à un stop sign, il dort au volant comme ça, il dort, ou il est en train de conduire comme ça, il va aller en dehors de la route. Et heureusement, chez nous, ici, on a fait comme des dentelles comme ça. Là, le pneu va faire brrr, tu vas voir quelqu'un s'est réveillé. Combien de gens ont fait les accidents? Parce qu'ils n'ont pas le temps de dormir. Imaginez, vous travaillez comme je vous ai dit. Il y a les gens qui se réveillent à 3 heures du matin chaque jour, de lundi à samedi. 3 heures du matin, ils commencent leur shift à 5 heures. Et ce sont les gens qui ont des enfants. Ce sont les mariés qui ont les maris qui ont des femmes. Ils commencent le shift à 5 heures. Ils vont être au boulot de 5 heures jusqu'à 18 heures. Imaginez s'il doit encore conduire pendant 1 heure ou pendant 40 minutes pour arriver chez lui à la maison. Donc, il arrive à la maison peut-être 19 heures, 20 heures. Tout est passé par la journée. Alors, à 20 heures, tout ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est laver, manger. Les enfants seront déjà au lit. Manger, dormir pour que à 3 heures. Et puis, quand vous allez au lit, ce n'est pas que directement vous dormez. Et ça, c'est la vie de quelqu'un chaque jour. Il y en a qui ont 2 travaux. Il termine le premier, il travaille le premier shift. Il sait que non, mon premier travail, je commence à 6 heures ou bien à 3 heures du matin, je termine à 15 heures. Dès que je termine à 15 heures, j'ai un autre travail à 17 heures. Il va à 17 heures jusqu'à minuit. Il va rentrer à la maison pour dormir que 2 heures du temps. Et ces trucs comme ça, ils les font chaque jour, chaque jour. Alors, ça, c'est le rythme du travail que nous avons ici aux États-Unis. Il y en a aussi qui vont dire, non, mais écoutez, lui, il est peut-être un enseignant. Oui, les enseignants, c'est quoi? Les enseignants, l'enseignement ici, c'est différent du Congo. Un enseignant ici travaille en permanence. Même au Congo, c'est vrai, on travaille aussi en permanence. Il travaille en permanence dans le sens, d'abord dans la salle là,
Tu as les enfants qui ont une éducation que toi, tu n'as jamais eue. Tu as les enfants qui vont te répondre, même tu regrettes les jours de ta naissance. Ils sont là dans la classe. Et il y a des parents qui sont prêts à te faire sauter. Parce qu'ici, il y a le système des syndicats. Ici, il y a le système des parents. Parce que les enseignants sont payés par les salaires, les taxes des parents. Ils peuvent décider de te faire sauter. Donc, tu as tout ça là. Même pendant les vacances, il y a des formations que tu dois suivre. Tu dois te mettre à jour, tu dois corriger, tu dois préparer, tu dois. Je voulais nous dire ici, deux fois nous interprétons mal quand nous appelons quelqu'un, il ne prend pas. Les gens qui sont sur place, ils comprendraient. Et aussi en termes d'argent. Quelqu'un pour qu'on le paye, par exemple, je vous ai donné l'exemple de quelqu'un qui travaille que peut-être 8 heures toute la semaine, que 8 heures, au lieu de travailler 80 heures. Parce que 80, c'est ça, c'est que vous allez faire 10 heures par jour pour faire 80. Et la semaine que les compagnies, ces derniers temps, ont des problèmes. Il y a des compagnies d'ailleurs qui vont commencer. Cette semaine prochaine, ils ne vont pas travailler parce qu'ils sont dans ce qu'on appelle slow. Et il y a des gens qu'on a fait des layoffs. Et avec le gouvernement shutdown, il y a beaucoup de gens qui sont au chômage maintenant. Là. Et les quelques personnes qui restent pour travailler, il peut y arriver peut-être, ils terminent le travail à 15 heures, mais ces jours-là, on vous dit, à 11 heures déjà, il n'y a plus de production, vous pouvez rentrer à la maison. Et vous allez voir les gens, quelqu'un qui, chaque semaine, il pouvait se retrouver avec 800 $, 700 $, il commence à se retrouver avec 200 $. Et pour qu'il ait même un 100 $, si on les paye par heure 15 $, pour qu'il aille par heure 100 $, ça veut dire qu'il doit se mettre debout toute la journée, de l'heure qu'il entre jusqu'à l'heure de la sortie, pour qu'il puisse avoir les 100 $. Et s'il prend 50 $, il t'envoie au Congo, sache que c'est une demi-journée où il s'est mis debout qu'il t'a envoyé. Une demi-journée qu'il s'est sacrifié pour t'envoyer. Peut-être que sa compagnie, on ne le paye plus comme on le payait avant. Peut-être. Mais lui s'est sacrifié pour t'envoyer ça. Et malheureusement, je ne sais pas vous, selon mon expérience, beaucoup de gens, quand ils reçoivent l'argent, ils ne vous appellent pas, même pour vous dire j'ai reçu, même pour vous dire merci. Ils n'appellent pas. Si vous voyez un appel, ça veut dire qu'il a la complication de code, ou bien il y a une... Là où il est parti retirer l'argent, on l'a compliqué. Là, il va t'appeler. Mais s'il retire, si vous voyez un silence, ça veut dire qu'il n'a pas pris. Et plutôt, il a déjà pris. Et puis quand tu vas les rappeler, tu vas dire, écoutez, mais tu ne m'as pas fait signe. Oh non, j'avais oublié. Ils oublient seulement quand ils retirent. Mais quand il faut demander, ils n'oublient jamais. Quand il faut corriger une erreur, ils n'oublient jamais. Je ne condamne pas, mais je dis simplement, il y a les gens avec qui je parlais qui ont cessé d'envoyer l'argent parce qu'ils disent que quand j'envoie, on croit toujours que ce que j'envoie, c'est peu. Quand j'envoie, on ne me dit même pas merci. Quand ils appellent, c'est seulement parce que quand il y a un problème. Mais je veux dire aussi à nos frères, quelqu'un ici, comme je disais, je ne suis pas en Europe, ici, à part peut-être des petits bénéfices de SNAP, que les gens ici, ils ont des food stamps, il n'y a pas de bénéfices. Quel COP que tu vas faire ici pour avoir l'argent? Il n'y a pas de COP. Alors, si quelqu'un t'envoie l'argent, surtout des États-Unis, dis-toi qu'il s'est beaucoup sacrifié. Parce que le minimum de dépenses dans des villes qui ne coûtent pas très cher, le minimum de dépenses chaque mois, c'est aux alentours de 2400, 2500 $. Je dis bien dans des villes qui ne coûtent pas cher. Pour un couple célibataire, je ne sais pas trop, je parle pour un couple marié, juste papa et maman. Maison, dépenses de chaque jour de ceci, entre 2400 et 2500 $. Bon, dites-vous maintenant, cette personne ici qui traverse des moments où on ne les paye pas bien, quelle est la magie qu'il fait? Et s'il peut t'envoyer même un petit là, il faut prendre. Deuxièmement, il y a des gens qui font 2-3 travaux simplement parce que la femme ou bien l'homme a refusé de mettre l'argent ensemble. Yo salama kambuna yo, ngapena salama kambuna. Il y a aussi de ces gens, parce qu'ils ont des soupçons sur l'homme, parce qu'ils ont des soupçons sur la femme, bakaboli bakont. Jamais bon on a na kocha on a kon na otepo kendo sala buzoba. Entre-temps, vous avez les enfants. Bon on a na kocha on a kon na otepo kendo la kuna o dépenser kana basi na. Entre-temps, vous êtes en train de punir. Yo ce qui est l'autre ici que moi je n'achète pas parce que c'est toi qui dois t'occuper d'acheter du lait pour l'enfant. Tu n'es pas là, même si tu es en voyage, la femme ou l'homme va attendre que tu viennes acheter. Entre-temps, c'est vos enfants que vous êtes en train de punir. Entre-temps, c'est votre maison que vous êtes en train de punir. Il y en a qui vivent dans une même maison avec des séparations de comptes. Mais maintenant, où est la différence entre une copine et une femme? Où est la différence entre un copain et un mari?
La moindre des choses. S'il y a des choses d'ailleurs que les gens, aux yeux des gens, nous refusons de montrer, qui est notre dignité. Mais l'argent, tout le monde peut avoir l'argent. On peut même donner l'argent gratuitement. On ne peut pas donner son corps gratuitement à quelqu'un. Non, on est marié, c'est sacré. Mais les choses qui ne sont pas à cacher, on cache. Mais l'argent, j'ai vu les gens travailler 2-3 travaux simplement parce que non, ma femme ne fait plus rien. Elle m'a donné toute la responsabilité. Elle m'a dit que il faut bon. Franchement, l'argent que vous faites, vous savez ici, vous connaissez combien on paye quelqu'un, on paye chacun, même s'il faut punir quelqu'un, même si. Mais est-ce que vous pensez à vos enfants? Est-ce que vous pensez à votre mariage, les vœux que vous avez faits pour vous avoir? S'il vous plaît, si vous êtes dans ces cas-là, vous voyez que votre mari travaille beaucoup simplement parce que vous avez séparé des comptes. Merci beaucoup, Papa Enoch Mundika, que Dieu vous bénisse. Si vous êtes dans cette situation, ce que je vous dis, ça me fait mal, mais il fallait que je le dise. Je crois que j'aurai des directs avec des mamans et des papas pour qu'on parle de ça. Les hommes ont des problèmes, ils commencent à travailler comme des robots et ça affecte même leur vie intime. Les femmes, de la même façon, les hommes font voir à des femmes des choses compliquées. Les femmes deviennent dépressives, elles prennent des produits de dépression. Donc, je voulais nous dire ici, c'est vrai, le travail aux États-Unis, c'est très difficile. Ceux qui sont dans des pays étrangers, ne nous en tenez pas rigueur. Si vous nous appelez deux fois, on ne vous prend pas. Ici, si je prends mon téléphone alors que je suis au travail, mon employeur dira que je vole ses minutes parce qu'il me paye pour que je travaille pendant ce temps-là. Toi, tu vas m'appeler et puis, beaucoup de gens, ils ont cette habitude-là. Ils appellent directement sur vidéo. Non, mais écoutez, vous ne pouvez pas. Moi, on m'appelait directement sur vidéo. Moi-même, ma femme, pour que je mette la vidéo, je me dis, est-ce que je peux mettre la vidéo? Mais oui, parce qu'il y a les gens qui sont spécialistes. Quand ils t'appellent, c'est seulement la vidéo. Quand ils t'appellent, c'est seulement non. Master, non, les gars, mon encore, Oza, tu as la place dans Gaza. Non, mais écoute, toi, peut-être Oza, place Oza. Tu ne sais pas dans quelle position moi je me trouve. Tu ne sais pas où je suis. Et surtout que nous avons des fuseaux horaires très différents. Je voulais conclure par dire ceci. Aujourd'hui, je suis venu parler par rapport à des gens qui comprennent mal la vie des États-Unis. Aussi, à ceux qui prennent les 401k, vous prenez des dettes à vos 401k, arrêtez de faire ça. Ne prenez pas des dettes à vos 401k. Les gens qui ont aussi acheté l'argent et les maisons, il y a, à force de temps, votre maison prend des valeurs, peut-être que ça devient un surplus à la valeur que vous avez achetée. La banque va commencer à venir vous dire que vous avez l'argent en surplus, que vous pouvez prendre et utiliser. Ou bien vous pouvez investir dans une autre maison, vous pouvez faire ceci, on appelle equity. Suivez-moi très bien. Ne faites jamais cette erreur, à moins que vous ayez un projet très calé. C'est votre argent, vous avez acheté votre maison à 300 000, mais la valeur actuelle sur le marché de maison, la valeur actuelle de votre maison, c'est 500 000. Moins la dette que vous avez, les intérêts, tout ça, peut-être vous avez le surplus de... Papa Serge Adissé Cori intéresse. Oh, merci beaucoup, Papa Anissé. Vous avez, par exemple, 150 qui est à vous. Si vous vendez la maison aujourd'hui, vous leur remettez leur argent. Ils vont commencer à vous appeler pour vous pousser à prendre cet argent. Dès que vous commencez une nouvelle dette avec de nouveaux intérêts. Pourtant, c'est votre argent. Terminez la dette de votre maison. Vendez la maison, vous aurez les bénéfices fois bénéfices. Ne prenez pas cet argent, comme je le disais, à moins que vous voulez investir dans un autre business qui peut vraiment bien vous produire. Mais prendre seulement l'argent parce que dans un projet, il faut faire très attention. Aussi, on sait qu'il y a des 401k. Beaucoup de gens vont s'endetter dans les 401k. Vous savez que 401k, là, c'est votre argent de retraite. Et puis, les gens vont s'endetter là-bas. Vous vous endettez dans votre 401k. Les gens qui vous donnent, c'est votre argent, on vous donne, mais on vous encore fait payer avec des intérêts exagérés. Ne prenez pas l'argent des 401k à moins que ça soit vraiment une urgence. Mais moi, personnellement, je ne conseille pas aux gens de prendre ça. Et si votre travail se termine, vous pouvez faire les transferts de 401k vers votre nouveau employeur.
Et là, ça va vous économiser parce que vous risquez de vous retrouver comme ça, le travail s'arrête, vous n'avez rien dans votre compte, vous n'avez rien que vous avez contribué au social, on ne vous donne rien. Vous êtes là, vous restez là, vous commencez à dépendre aux gens, vous allez en Afrique, vous accusez que les gens sont des sorciers. Donc, je vais conclure pour dire, mari, ne permettez pas que votre femme puisse travailler comme une folle parce que vous avez séparé des comptes, parce que vous vivez avec elle comme des roommates au lieu de vivre comme un marié, femme et homme. Femme, ne permettez pas aussi la même chose chez votre mari. Je sais que des fois, il y a des situations qui nous énervent. Vous suspectez que votre mari triche, vous suspectez que votre mari dépense l'argent à mort, mais sachez que vous avez des enfants qui demain auront besoin de cet argent. Et aussi, ce qui est grave, même l'argent qui doit revenir des taxes aux enfants, il y en a qui font déjà les programmes. Les problèmes, ça se crée pendant les taxes. L'argent, là, ce n'est pas pour vous. C'est pour vos enfants qu'il faut ouvrir un compte à eux. Mais on ne le fait pas. Je veux dire ici, ne vivez pas dans le couple comme si vous viviez dans le copinage. Vous vous cachez dans l'argent, vous vous cachez des téléphones, vous vous cachez des choses comme si vous étiez en train de vivre dans une prison. Pourquoi vous séparez d'abord des comptes? Pourquoi? Moi, je vais faire mes histoires. Je vais faire. Si vous trouvez que quelqu'un dépense trop, associez vos deux comptes, mettez un compte bloqué, un compte courant. Dites par exemple que non, chaque mois, toi tu prends des $100, moi aussi je prends des $100. Chacun gère ce $200, mais on ne touche pas à ces comptes-là. Ou avoir un compte où pour que l'argent sorte, il faut les deux signatures. S'il n'y a pas les deux signatures, l'argent ne sort pas. Il faut faire comme ça, que de commencer à vivre comme si on vivait dans la jungle. Le mari, il paye la maison, il paye les courants, il paye la bouffe. La femme, elle s'occupe de la facture d'eau. C'est tout. Elle dit parce que Yonde Mobali, il faut ça la nyos. C'est bien. Vous voyez les histoires là de dire Yonde Mobali, Yonde Mwasi, vous savez comment ça se termine après? Vous avez déjà divorcé financièrement. Et vous allez maintenant donner la tête dure à une personne de commencer à gérer son argent et dépenser comme il veut parce qu'il va vous dire ce n'est pas ton argent et c'est là que vous l'encouragez. Punir quelqu'un, ce n'est pas que vous dites non. Punir d'ailleurs, c'est contrôler. Je vais demander à tous ces couples qui ont pris la décision une fois de séparer les comptes. Je sais que nous avons des familles. Je sais que nos familles nous demandent. Si j'ai parlé des appels du Congo, c'était pour conclure comme ça. Je sais que vous dites que non. J'ai aussi mes frères, j'ai aussi mes soeurs. Sachez que vos frères, vos soeurs ont déjà fait leur vie. Ils ont leur vie. Tu as aussi ta vie avec ton mari, avec tes enfants. C'est vrai qu'il faut de temps en temps, Africains que nous sommes, Congolais que nous sommes, se souvenir de ceux qui nous sont chers. Mais tu as maintenant une famille qui est toi, tu es en train de... Tu as tes enfants qui n'ont rien comme source de revenus que toi parce qu'ils sont encore enfants. Alors il ne faudrait pas punir ces enfants parce que toi tu dis que mais maintenant et tes enfants ici et ils sont que des enfants de 5 ans, 6 ans. Et c'est ce qui fait que en bouffant l'argent des taxes des enfants, il y a beaucoup d'enfants ici, surtout les parents qui font des taxes séparées. Ils arrivent à l'université, ils ne sont pas éligibles au FAFSA, Financial Aid, on ne les donne pas. Pourquoi? Parce que papa et maman ne sont pas mariés. Celui-ci bouffait l'argent à gauche, celui-ci bouffait l'argent à droite. Et l'enfant au collège, il ne sait pas étudier. Et les enfants vous poseront la question un jour, les parents. Continuez à bouffer l'argent, divisez-vous les enfants, faites des déclarations comme si vous étiez célibataire, mais il y aura des conséquences qui viendront demain. Alors il ne faudrait pas que vous avez déjà fait votre vie, à préparer la vie de ces enfants. S'il vous plaît, préparez la vie de ces enfants. Voilà. Je vous dis merci, vous qui étiez connectés, Papa Eline Koulou. Je vous dis merci, vous qui étiez connectés, Papa Serge Anissé. Je crois qu'on parlera de la clinique très prochainement. Je vous dis merci à vous, Papa Enoch Mundika. Merci à vous, Maman Esther Bakinabo. Merci à vous, Maman Léa Mukembi. Merci à vous, Papa Eline Koulou. Maman Patricia Lelo Pukuta. Merci infiniment. Merci à vous, Papa Didier Mongeli. Vous étiez connectés. Nous n'avons pas annoncé que nous serons là, mais vous étiez là. Merci beaucoup. Maman Mariam Magonda, Congolais Alingi Kolia Koleka Moulaï Asinganae. Ça, c'est vrai, maman. D'ailleurs, prochainement, je viendrai avec un agent
de maisons pour que nous puissions parler des dettes des maisons que nous prenons. Les dettes des maisons, vous savez, quand nous prenons une dette par exemple de 300 000, nous mettons un down payment de 100 000, nous avons 200 000 plus les intérêts, peut-être nous avons encore 350 000 à payer, mais nous avons, supposons 50 ans. Heureusement, Trump a changé l'âge de retraite. Nous avons 50 ans, mais nous avons pris une dette de 30 ans. Ce qui fait qu'au fait, la dette, nous la prenons pour que nos enfants continuent. Or, nos enfants, peut-être là où nous habitons, ça ne sera pas leur choix. Tu as 50 ans, tu prends une dette de 30 ans, dans 12 ans, 62 ans, l'âge de retraite, tu es retraité dans 12 ans, et tu faisais un travail qui ne t'a pas permis d'économiser, et tu te retrouves avec une dette, et tu vas faire quoi? Tu vas seulement dire à la banque, venez récupérer votre maison. Et dans cette dette-là, vous avez même fait entrer les noms de vos enfants et de votre femme. Demain, vous divorcez, vous allez faire ce qu'on appelle deed and... il y a un document qu'on appelle deed and... j'ai oublié les termes, pour que vous puissiez sortir de cette dette-là. Aux gens aussi qu'on a consignés, on vous a consigné, vous ne voulez pas payer la maison, vous ne voulez pas payer l'appartement, mais pourtant quelqu'un vous a consigné. Vous le faites parce que quand on vous a consigné, vous étiez très gentil, mais on consigne, vous ne voulez pas payer, vous savez que ça part dans les records de cette personne qui vous a consigné. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde, que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment, et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Caille.